Merci beaucoup, Marc. Merci pour cette invitation. Merci à la SOP et à vous. Bonne journée. Et on a bien commencé avec beaucoup d'informations sur le bruxisme, sur les bruxismes en termes de définition, de diagnostic et de physiopathologie. Et cette deuxième partie de la matinée, je vais continuer à explorer le bruxisme au-delà de l'usure dentaire. Et donc, c'est effectivement un changement de concept qu'on a remarqué depuis quelques années maintenant, mais qui a vraiment changé un peu la définition et l'interprétation du bruxisme. Et cet après-midi, vous verrez que ça nous reste comme mission, en fait, de traiter ces patients quand il y a des usures pathologiques, on doit les réhabiliter. Donc, on a déjà entendu parler de définitions, je ne vais pas répéter tout ça, mais c'est important de souligner qu'on est face à un changement de paradigme, on est face à un changement de concept et de définitions. Et en fait, si vous voyez, depuis longtemps, on parle de bruxisme, c'était au début des 1902, en fait, que le chirurgien dentiste de Vienne a décrit pour la première fois ce type d'activité pendant le sommeil, de grincement des dents, qui a défini une névralgie traumatique. Par la suite, en fait, on a introduit le terme bruxomanie, c'était des Français qui ont introduit ça et qui ont définitivement abandonné, était lié à l'observation de cette activité des grincements des dents chez des patients avec démence. Et après, voilà, le terme bruxisme qu'on utilise encore aujourd'hui. C'est intéressant de voir que dans la première édition des troubles de la classification internationale des troubles du sommeil, donc on était en 1990, le bruxisme du sommeil était considéré une parasomnie. Les parasomnies sont un groupe de pathologies du sommeil qui en fait, dans ce groupe, on retrouve par exemple le somnoloclie, le somnambulisme, plutôt des comportements que des pathologies qui ont tendance à se résoudre aussi de façon spontanée dans le temps. Tandis que les études de Gilles Lavigne qui ont commencé, en fait, celles dont on a mentionné, dont on commence à parler d'activité rythmique du muscle de la mâchoire, ARMM, datent de 2000 ans et a un peu vraiment changé les choses parce qu'on commence à le considérer un trouble du mouvement lié au sommeil. Avec des similitudes, initialement, on pensait qu'être très très similaire au mouvement des jambes, périodique des jambes pendant le sommeil, s'avère d'avoir en fait plusieurs différences. Et c'est un peu pour ces raisons et les études de physiopathologie des années 2000 qui est en 2014, dans la deuxième édition et dans la troisième édition, donc 2005 et 2014, le bruxisme est considéré parmi les troubles du mouvement liés au sommeil. Et on a déjà cité la dernière publication qui fait consensus et qui a changé cette définition. Et effectivement, c'est là le changement de paradigme, même si on peut effectivement être critique et critiquer le fait qu'on définit une condition de santé par défaut, c'est-à-dire n'est pas en pathologie si elle s'avère chez un individu autrement en bonne santé. Donc on peut effectivement critiquer ce type de définition, mais ça comporte une notion très importante. Si ce n'est pas un problème chez l'individu qui n'a pas d'autres problématiques, pourquoi on devrait le traiter? C'est-à-dire, on ne doit pas forcément avoir un traitement interventionnel pour le patient qui a un bruxisme du sommeil, qui n'associe pas à d'autres pathologies des conséquences pour la santé orale et la santé générale du patient. D'un côté, tout ça nous soulage parce qu'on ne sait pas traiter le bruxisme. On n'a pas un traitement qui permet de mettre à zéro l'activité du bruxisme du sommeil. On peut la réduire de façon même considérable, significative, mais on ne peut pas la mettre à zéro. Donc, nous soulage sur un certain point de vue. Et donc, la partie que je vais traiter aujourd'hui, c'est revoir l'aspect étiologie et facteurs de risque du bruxisme, et donc les associations et comorbidités qui ont été décrites.